Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Adrien Matou de Marianne et Louis Oselter du Figaro. Quand on pose la question de comment va le pays avec cette dette dont on vient de parler avec Thierry Breton, avec ces taux de prélèvement obligatoires pour les Français, les conditions d'une explosion ont rarement été à ce point réunies dans notre pays. Les paroles sont de Nicolas Sarkozy dans une interview à la presse et c'est Olivier Delagarde, bien sûr, qui en a parlé ce matin sur Europe 1. Nicolas Sarkozy qui accorde une interview fleuve au point à paraître demain. Les conditions d'une explosion ont rarement été à ce point réunies dans notre pays, déclare l'ancien président. Si l'on observe l'histoire, on peut dire que nous sommes à la veille de ce que l'on appellera un changement de régime. Et les siècles passés nous ont montré que chez nous, les changements de régime ne sont jamais sans violence. Voilà, alors, comme on l'a dit, la serre, le sécateur, la tronçonneuse, prenez l'instrument que vous voulez, mais enfin bon, on est quand même au bord de quelque chose d'assez tranchant. Louis Oselter. Oui, on vient de parler de Turgot en plus avec Thierry Breton, donc de l'époque lointaine où une absence de réforme doublée d'une révolte fiscale, de difficultés économiques, d'une famine avait conduit à la Révolution française. À la situation. Alors on peut, non, mais alors après ces comparaisons, on peut les trouver dans beaucoup d'époques, pas de famine, mais bon, il peut. En plus, il y a un problème de pouvoir d'achat. Oui, et puis le pire de ce qui nous arrive, vous savez, c'est que là, on est en train à nouveau de flinguer, pardonnez-moi l'expression, donc les comptes de la sécurité sociale pour un compromis politique. Alors même qu'en ce moment, il n'y a pas particulièrement de crise. La croissance n'est pas rayonnante, mais il y a une croissance en France. Nous n'avons pas d'épidémie comme il y a 5 ans. Nous n'avons pas de grande crise financière comme il y a un peu plus comme sous Nicolas Sarkozy, justement. Bref, nous serions normalement dans une période où il faudrait mener des réformes, déjà prendre conscience des réalités et mener des réformes pour précisément préserver ce modèle social et au passage donner plus d'incitation aux investisseurs, aux entrepreneurs et à tous ceux qui font l'activité dans ce pays. Or, on est complètement à contre-courant. Effectivement, on suspend la réforme des retraites là où tout le monde, y compris parce que nos pays voisins sont en avance entre guillemets sur nous sur l'hiver démographique, donc ont pris conscience qu'il y allait avoir un gros problème. En France, on n'est même pas au stade zéro de cette prise de conscience. Et en effet, je laisserai Adrien peut-être développer l'imaginaire révolutionnaire, mais les mêmes causes produisent parfois les mêmes effets dans des périodes historiques très différentes. D'accord avec ça, Adrien Matou de Marianne. Oui, le parallèle avec la Révolution française est très intéressant. Alors, tout parallèle historique a évidemment ses limites, mais... Oui. C'est comme dans les films. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française ? C'est un ancien régime. C'est quoi la formule dans les films ? Toute ressemblance avec les personnages serait purement. Mais là, quand même, il y a un parallèle intéressant à faire. Qu'est-ce que c'est la Révolution française ? C'est un ancien régime qui s'écroule parce que la majorité, l'extrême majorité à l'époque, a l'impression de contribuer à un système injuste et qu'en gros, les gens travaillent et ce sont d'autres qui en tirent les bénéfices. Alors, les aristocrates et le tiers-état, c'est terminé, mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que notre modèle social auquel on tient tous, qui a été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne fonctionne plus. En raison de la démographie, bien sûr, parce qu'il n'y a plus assez d'actifs pour travailler, pour nourrir les retraites, en raison aussi de la générosité du système. La France, c'est un des pays au monde qui consacre le plus d'argent à son système de retraite, et c'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup de gens à la retraite, c'est aussi parce qu'ils sont mieux payés qu'ailleurs. 14% de la richesse nationale. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Et c'est un constat qui va déplaire à beaucoup de gens, y compris à une partie des gens qui nous écoutent, c'est que l'électeur moyen en France, il a 60 ans. Donc le politique, il veut satisfaire des électeurs qui sont en grande partie retraités, qui n'ont pas envie de voir leur pension baisser, qui se disent « j'ai cotisé, je mérite ma pension ». Et en réalité, au-delà du fait qu'on a renoncé à la suspension qu'on a suspendu la réforme des retraites, on a aussi renoncé à désindexer les pensions sur l'inflation. On a aussi renoncé à retirer l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu des retraités. Donc la réalité, elle est aussi celle-là. 56% de la dépense publique française, c'est le modèle social. Donc en réalité, on parle beaucoup de train de vie de l'État. Il y a sans doute des progrès à faire sur ce plan-là. Mais le défi numéro 1, c'est les retraites et la santé. Est-ce que les baby-boomers seront les aristocrates d'aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se poser la question. Des générations, ça c'est évident. Et pourtant, tous les retraités ne sont pas tous accrochés à leur cassette, comme l'avare de Molière, en disant « ne touchez pas mon argent ». Il y en a qui sont parfaitement conscients et qui d'ailleurs le font en donnant, en transmettant en avance à leurs enfants, petits-enfants, parce qu'ils ont tout à fait conscience que sinon, ils ne pourront pas tenir. Mais pour autant, on voit en effet cette contradiction entre politique et
économique, c'est-à-dire que vous savez, les politiques sont toujours célébrés la France du travail, la France qui se lève tôt, la France des travailleurs, etc. Mais ce qui a été fait hier avec le budget de la sécurité sociale, la suspension de la réforme des retraites et les mesures associées, le maintien de l'indexation des pensions sur l'inflation, c'est pas du tout un budget pour la France du travail. Parce que la France du travail, elle aura toujours plus de cotisations, de charges à la fin du mois sur la fiche de paye. Comme ça, tout le monde fera semblant de pérenniser un système qui en réalité est en danger. Et cette France du travail, la France des actifs, elle devient en plus minoritaire politiquement, parce qu'elle l'est démographiquement et qu'elle vote moins que la France des retraités. Il serait dangereux d'opposer frontalement l'un à l'autre, parce que comme je viens de vous le dire, il y a des retraités qui sont parfaitement conscients de cette situation, et des actifs qui par ailleurs peuvent être égoïstes, ou pas conscients d'ailleurs de ces réalités, et approuver parfaitement ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Mais ce ressentiment nous guette, et il peut être très dangereux si les décisions ne sont pas prises. En tout cas, alors dangereux peut-être, mais il y a un effritement en fait de cette pensée du travail qui est le socle de la vie. C'est-à-dire que vous avez alors à l'autre opposé, Elon Musk qui a fait une interview il y a quelques jours et qui disait que dans 20 ans on n'aura plus besoin de travailler parce qu'il y aura une IA tellement développée que on ira travailler comme aujourd'hui. On fait un potager plutôt que d'aller acheter ses légumes au supermarché. C'est ce que dit vraiment dans le texte Elon Musk, sans parler du développement aussi de tous ces instruments qui seront à notre place, que ce soit des robots, des drones ou ce que vous voulez. Et puis, il y a évidemment une partie de la classe politique qui dit mais travailler en fait, c'est pas ça qui crée la croissance. Une autre partie qui dit totalement l'inverse, qui dit que on est un bon citoyen quand on travaille plus de 35 heures par semaine. Donc à la fin, les gens sont le réceptacle de tous ces discours qui sont totalement contradictoires et se disent mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça, Adrien Matteau. Je pense que la perte de foi envers le travail, elle est en large partie due au fait que le travail ne rapporte pas. En France, c'est mal payé. Il vaut mieux hériter que travailler, parce que quand on travaille, les salaires sont peu élevés et on vous prend entre 30 à 40% de ce que vous gagnez. On ne le prend pas pour nourrir des services publics de qualité, une super école, des super hôpitaux, de super routes. On le prend pour nourrir un système social qui est marqué par le vieillissement. Et pour rembourser la dette. Aussi. La charge de la dette augmente. Ouais. Et donc, on parlait de démographie tout à l'heure. Mais les jeunes actifs, dont on prend 30 à 40% de ce qu'ils gagnent, et dont toutes les études montrent que le désir d'enfant est toujours aussi élevé. Les gens veulent toujours faire autant d'enfants. C'est pas qu'ils veulent pas. Plus difficile de s'acheter un logement. C'est plus difficile de s'acheter un logement. Plus difficile de gagner suffisamment. Ils veulent pas interdit bancaire parce qu'ils ont eu un quatrième enfant. Donc je pense que cette espèce de captation cette espèce de captation du fruit du travail des Français, c'est en grande partie ce qui démotive les gens et ce qui quelque part leur amène à se dire quitte à gagner peu, autant que j'ai du temps libre. Oui, parce que vous avez raison, ce que vous disiez, Pierre, le travail sort de l'imaginaire quelque part. En tout cas, il tient une place plus réduite qu'avant, déjà dans la vie quotidienne, parce qu'on travaille moins longtemps qu'avant en durée, ça prend moins de place, on a plus de loisirs, mais même dans l'imaginaire politique, c'est ce que vous avez évoqué, et il est en danger pour toutes les raisons, y compris technologiques, que vous avez évoquées. Et pourtant, c'est sur le travail qui est assis la grande majorité du financement de notre modèle social. Donc soit on remet tout à plat et on dit puisqu'on travaille moins, que le travail tient moins de place, eh bien on va le financer ailleurs. Donc c'est l'Institut Terra Nova qui propose d'augmenter la TVA pour taxer la consommation. Donc ça c'est ce qui se fait déjà, parce que les cotisations ne suffisent pas à financer la sécurité sociale. C'est ça, nous avons un système qui n'est pas équilibré, donc c'est un mensonge quelque part, c'est plus un système assurantiel. Il y a 88 milliards d'impôts sur le revenu. En attendant, on en dépense 1700, donc il y a bien 1500, 1600 qui sont... Donc c'est ça l'alternative. Donc soit vous le financez autrement, vous remettez à plat le système, soit on remet le travail au cœur de nos préoccupations, on travaille un petit peu plus aussi, et on prend conscience des réalités démographiques qui nous attendent. Mais ce débat-là n'est pas posé correctement. Et on verra comment ce travail aussi évolue, parce que pour en revenir à l'intelligence artificielle, parce que les gens voient ça comme un animal un peu difficile à dresser, ils savent pas trop quoi, alors ils écoutent ChatGPT pour faire des trucs un peu marrants, puis après ils se rendent compte que ça peut servir aussi à, par exemple, résumer des textes, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, vous avez une boîte comme Accenture qui a viré 12 000 personnes cet été, personne n'en parle, honnêtement. Évidemment, les pontes d'Accenture se défendent, disant non, pas du tout. En réalité, c'est parce que une partie des personnes qui travaillaient là-bas n'étaient pas en adéquation avec l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui va se passer avec
les PME françaises, auxquelles on est tous très très attachés. Et les auditeurs nous écoutent, qui sont souvent des patrons de PME. Les patrons de PME, ils sont dans un modèle du XXe siècle. C'est-à-dire que dans un modèle du XXe siècle, 4.0, 5.0, c'est pas ce que j'appelle un modèle du XXIe. Mais l'intelligence artificielle fait quoi? Elle est en exponentielle. C'est-à-dire que vous avez un développement qui est linéaire et un développement qui est exponentiel. Les boîtes qui resteront en France et qui continueront à employer des gens, c'est les boîtes qui suivront l'intelligence artificielle. C'est ce que disent aujourd'hui les experts qui vous disent si on ne suivra pas, on ne suivra pas. Eh ben dans ce cas-là, il y aura de la casse. Il y a déjà 60 000, je crois, défaillances d'entreprises par an. Vous avez là aujourd'hui des boîtes comme Accenture qui virent parce qu'on ne sait pas sur l'intelligence artificielle. Bon, où ça va comme ça, je ne sais pas. J'ai fini mon édito et j'ai fini la première heure d'Europe 1 Soir. C'était brillant, n'est-ce pas? Bon, je reviens demain. Louis Osalter, merci. Merci à Adrien Matou de Marianne, 19h58, dans 1 minute et demie, le journal de Maël Hassani. Et on reprend les débats d'Europe 1 Soir juste après. On s'interrogera aussi sur ce reportage qui a été mis en ligne chez nos confrères de France Info qui dit que les marchés de Noël ont été réhabilités par les nazis. On en parle dans un instant sur Europe 1. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.